gourou un petit peu de tout ce monde-là. En fait, pour les uns, c'est un monument de la pensée socialiste, pour les autres, c'est un traître à la gauche. C'est Libération, vous trouvez ça dans Libération en décembre 2023. Bon, il a promu Emmanuel Macron, mais il est un petit peu désabusé, bon, c'est ce qu'il dit. Et puis, il s'intéresse à François Ruffin, alors j'espère que François Ruffin, il écoutera la conférence. Et puis on continue, quelque chose qui est troublant. Vous savez qu'il existe Davos, le Forum économique mondial. Qu'est-ce que c'est que Davos? Alors, c'est une ville en Suisse, une station de sport d'hiver à presque 2000 mètres d'altitude, où il y a un patron qui s'appelle Klaus Schwab. Et Klaus Schwab, il faut vraiment s'intéresser à lui. C'est un nazi notoire. Il faut vraiment pas avoir peur des mots. Parce que quand vous enquêtez sur ses actions, c'est assez troublant. Et il est l'auteur d'un projet extraordinaire qu'on appelle le Grand Reset. Donc c'est quoi le Grand Reset? C'est le passage tout simplement de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets, les pièces, à la monnaie dématérialisée et électronique. Donc, quand vous savez tous les risques de vol qu'il y a déjà là-dessus, on est un petit peu inquiet, mais ça veut dire que plus jamais vous pouvez payer avec autre chose qu'un téléphone, et il y aura sans doute même plus de carte bancaire. Et donc, ce projet-là, alors on ne sait pas ce qu'il signifie, mais bon, il est un petit peu perturbant. Et en fait, on voit que régulièrement, tous les ans, ils vont réunir des grandes têtes pensantes, lors de l'Europe, mais du monde entier. Et finalement, ça finit par une photo de famille avec tous les gens qu'ils invitent pour finalement leur causer des projets en faveur d'un forum économique mondial et de la mondialisation, et pourvu que la mondialisation avance dans l'idée qu'un mec là qui s'appelle Klaus Schwab. C'est pas l'idée de la démocratie, c'est pas l'idée que j'en ai de la mondialisation. C'est une autre idée. Et c'est principalement une idée au service de l'argent. Et en fait, on se rend compte, quand on fait le listing de ça, que Emmanuel Macron, dès qu'il a été élu, il parle de ce nouvel ordre mondial. Et moi, que je sache, je n'ai pas voté pour Macron pour qu'il me parle du nouvel ordre mondial. J'ai voté pour Macron pour qu'il administre correctement la France, qu'il ne fasse pas déraper dans un trou, que j'ai pas une dette incommensurable à payer, puisque finalement, il se proposait en 2007 que les générations futures ne soient pas endettées. C'est très très mal parti. Et donc tout d'un coup, le voilà qui donne allégeance, qui rend des comptes dans un forum à Davos, et il parle du nouvel ordre mondial sans jamais nous avoir expliqué ce que c'est réellement. Si vous posez la question à Macron, c'est quoi la définition qu'il donne du nouvel ordre mondial dont il se fait le porte-parole? Vous avez des occurrences sur Internet, Google, tac, vous les trouvez, vous en avez plein. C'est une thématique qu'il met sur la table régulièrement quand il fait un discours. Et donc la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de notre président? Que je sache, pendant la campagne électorale, ce n'était pas le sujet. Et donc on peut s'inquiéter de tout ça. Et donc on va essayer de voir si on peut aller plus loin. Et puis on peut aller plus loin de façon très simple. Le nouvel ordre mondial, est-ce qu'il n'est pas au service des 1% de la population la plus riche du globe? Après tout. Et on va voir qu'on a des indices qui pourraient nous faire penser ça. Mais on va spécialiser l'industrie plutôt en Chine et pas en Europe. On aura une seule langue mondiale qui va être l'anglais. Mais les Chinois sont peut-être pas tout à fait d'accord. C'est construit sur la communication. Vous voyez bien, on communique dans tout va. Mais on va apparaître un monde de surveillance avec de l'intelligence artificielle qui arrive. À quoi ça pourrait servir? De mieux vous surveiller comme en Chine, par exemple, ou d'avoir de la monnaie dématérialisée. Il n'y a plus besoin de payer les PV, ils seront payés tout seuls. Vous voyez? C'est sympa, je vais aller, hop, un point de moins et 35 € d'amende, défalqué d'office de mon compte, puisque c'est dématérialisé. Et ma voiture est connectée, fatalement, elle est repérée partout.
Il y a des concurrences, donc l'économie, de la concurrence sans règles à l'OMC. On voit bien qu'on a aboli les règles, il y a des raisons pour ça. On a la bourse et la finance, mais qui nous intéressent pas beaucoup puisque ça nous enrichit pas et ça nous fait pas vivre. Et on a la thématique du grand reset là-dedans. Et puis les gens, vous allez voir, ils font des projections économiques. Ça, c'est la différence de revenus entre le plus riche, mais ça monterait jusqu'en haut de l'écran, la première barre, et le plus pauvre. Les gens les plus pauvres, ils touchent 330 € par an pour vivre, et puis les plus riches, ils en ont 2,7 millions à l'aise. Et en fait, quand on fait ces projections-là, on les regarde avec les références. Donc, il y a des sites internet et puis des cabinets qui travaillent là-dessus. Et puis, les inégalités mondiales augmentent. Elles ne baissent pas, elles augmentent. Mais ils ont des états d'âme parce que ça semble un tout petit peu problématique. Voilà. C'est comme ça qu'arrivent les articles. Je dis, oh là là, c'est un petit peu problématique, alors on vous l'a mis sous une autre forme. Cette forme-là, elle est beaucoup plus lisible. 1%, vous commencez à gauche, 1% du haut de l'échelle, maîtrise 36% de la richesse, et puis donc ils perçoivent 25% des revenus, et finalement ils sont responsables de 17% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et donc vous, on va vous embêter pour baisser les émissions, vous êtes responsable du réchauffement, là vous enlevez les 1%, vous avez déjà presque fait le barème et acquis les résultats. Et puis on continue la deuxième colonne, les 9% suivants, ils ont combien de richesses? Ils ont un petit peu moins de richesses, mais en fait quand vous faites le cumul, vous avez les cases ici, c'est un carré, c'est 100 cases globalement. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont en carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 30. Donc les 10% des gens les plus riches de la planète, c'est 30 et 17, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et moi, on vient me casser les pieds pour que je baisse mes émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez? Et donc là, vous avez des lectures très bizarres dans le débat qui fait que vous disqualifiez d'office toute politique publique qui est menée aujourd'hui. C'est même pas la peine que vous fassiez l'économie du premier kilo de CO2. Puisque là, tout cela, il pourrait se mettre au boulot de façon très efficace. Donc, on est un petit peu inquiet de tout ça. Donc, finalement, on nous le donne comme ça. En gros, les 10% des plus riches de la planète possèdent 76% de la richesse. Voilà. Et ils sont responsables de la moitié des émissions de CO2 de la planète. Et là, ça vous laisse dubitatif. Et puis, vous avez la place des femmes en bas, mais bon, on va passer. Et donc, on est avec les entreprises, on est avec les plus riches, on est avec les pollueurs, et puis on regarde les grandes entreprises du monde. C'est intéressant, les grandes entreprises. Les plus rentables du monde, Apple. Alors, c'est vrai que si vous avez un ordinateur Apple, c'est de la belle mécanique. Il y avait à dire, j'en ai un, je suis très content. Et Microsoft n'est pas loin, et puis Alphabet, Google, vous voyez, on voit des chiffres d'affaires en milliards de dollars. On est à 64 milliards de dollars, ou même, allez, Alphabet, 40 milliards de dollars. C'est les entreprises les plus riches du monde. Et puis, celles qui ont bonne réputation, Siemens en Allemagne, 100% bonne réputation. Et on a une boîte, on a la seule européenne après les Allemands, c'est Fiat Ferrari ici, 95 ou 16% de satisfaction de l'entreprise. Donc on se dit, tiens, c'est intéressant, il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et il y a des gens qui sont contents d'y travailler. Il y a Michelin? Ouais, il y a Michelin, il est où? Deuxième, vous voyez? Donc Michelin, belle entreprise française. C'est beau cadre de travail, etc. Et finalement, là-dedans, ces grandes entreprises, je regarde qui sont les plus grosses employeurs de main-d'œuvre. Et là, vous êtes inquiet.
Parce que les plus grandes entreprises employeurs de main-d'œuvre, ça s'appelle l'armée de l'Inde, l'armée des États-Unis, l'armée de Chine, et ensuite on appelle Walmart, Amazon, etc. Donc là, dites beaucoup de gens employés par l'armée, c'est pas très bon ça. Ça pourrait mal finir. Et donc de quoi finalement la mondialisation va avoir peur de qu'est-ce qui se passe autour de nous et finalement on tombe sur la bombe humaine. Vous connaissez ça, hein, il y avait des chansons même, la bombe humaine. On avait peur de la fin du monde parce que le monde allait être surpeuplé. Le film Soleil vert, si ça vous dit quelque chose. On va manger des biscuits, c'est-à-dire quand vous mourrez, vous êtes recyclé en biscuits et ça donne à manger aux autres. En gros, c'est ça. Une terre surpeuplée où il y a 30 milliards d'habitants. Et donc ça, c'était les projections de l'ONU dans les années 60. Ils étaient morts de peur. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait un scénario où on faisait rien, des scénarios où on intervient, et donc on peut finir en 2050 avec 8 milliards ou 30 milliards sur la planète, selon qu'on intervienne ou pas. Et donc, patatras, mais il y a quelqu'un qui est intervenu. Et on se rend compte que c'est le scénario bas, entre 8 et 10, qui a gagné la bataille. C'est-à-dire la Terre ne sera pas surpeuplée, on n'aura pas le scénario de Soleil vert, on ne mangera pas nos anciens pour survivre. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Donc il y a quelqu'un qui s'est occupé de nous, de faire en sorte que la natalité s'arrête. Et quand on voit ce qui s'est passé, ben, c'est intéressant, on a 3 phases qui vont se suivre avec de l'application d'économies différentes. Donc on a les penseurs de l'économie qui arrivent. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le baby boom. Moi, je suis la génération des boomers, hein. D'accord? Ben oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Je suis de la fin de cette génération-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a reconstruit avec une économie keynésienne. Donc ça, c'est intéressant. Donc Keynes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses simples. Il dit qu'il faut de l'inflation pour que ça fonctionne, en gros. Parce que l'inflation, elle enrichit les gens qui entreprennent, qui construisent et qui reconstruisent. C'est-à-dire aujourd'hui, vous faites un prêt, c'est cher, mais c'est pas grave, puisque demain, ça vaudra de la monnaie de singe. Et vous avez votre maison. Ou votre voiture, ou votre ferme. Et donc l'inflation, c'est ça, c'est la perte de valeur. Donc quand tu as de l'argent, tu l'utilises correctement. Et si tu l'utilises mal, ben, tu n'as rien quand même. Hein. Donc ça favorise l'entreprise, c'est-à-dire la création de richesses, la construction et la production. Et on va construire l'Europe avec ça. Le monde entier va se reconstruire après la guerre. Et finalement, ça va poser un problème parce que ça empêche l'enrichissement des entrepreneurs, en fait. Puisque vous êtes obligé de dépenser l'argent quand vous l'avez gagné. Sinon, vous perdez sa valeur. Donc, vous ne pouvez pas faire des trésors de guerre, des économies qui s'accumulent. Vous ne pouvez pas avoir d'économie de rente avec ça. Et donc, on va passer à une économie, avec le premier choc pétrolier, qui est une économie libérale. Donc ça, c'est Adam Smith, il dit qu'il y a une main invisible qui règle le marché. Alors, on ne sait pas toujours ce que c'est, mais ça fonctionne à peu près, avec une règle très simple. Le marché fonctionne, c'est-à-dire on peut échanger plein de choses, etc., à condition que tout le monde a les mêmes règles. Donc, si je veux faire un commerce avec un Japonais, on a les mêmes règles pour échanger. Ou si c'est avec un Espagnol ou un Chinois, c'est pareil, je dois avoir les mêmes règles. Donc, qui dit les mêmes règles? C'est les mêmes règles sociales, environnementales, fiscales, etc. Et vous allez très loin dans les règles. Voilà. Et donc, on va appliquer cette économie-là. Et donc, ça va changer la donne parce que, comme les règles ne sont pas les mêmes pour tous, eh bien, vous pouvez tricher. Et ça va vous donner la première mondialisation avec le déplacement de l'argent. En gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire flotter les monnaies. Avec Keynes, la monnaie est stable, donc $1 vaut 5 francs, terminé. Et à partir des années 70, on fait sauter la stabilité des monnaies. Donc maintenant, c'est la spéculation qui gère le prix de la monnaie. Donc là, ça va devenir terrible. Donc on va finalement déplacer les richesses.
Et donc ça va être fait en appliquant une théorie économique qui vient de Ricardo, qui est un grand penseur de l'économie, qui dit qu'il faut spécialiser l'économie, parce que quand vous êtes spécialisé, vous êtes plus puissant pour bien fabriquer, pas trop cher, et vendre. Et donc on va voir arriver la Chine, l'usine du monde, on va voir arriver l'Amérique du Sud, l'agriculture mondiale, le soja, etc. Et donc, qui est-ce qui va gagner de l'argent? Eh bien, ceux qui savent déplacer les matières, tout simplement. Donc, les commerçants. Et en gérant des grands volumes de matières premières produites, ils vont générer, en fait, par ces déplacements-là, en fait, on va approvisionner les marchés, en fait, ils vont générer des bénéfices énormes. D'autant plus que les monnaies fluctuent et que la valeur n'est pas stable, et que maintenant, moi, travailleur en France, je suis en concurrence avec un travailleur au Bangladesh qui est payé 3 € par jour. Donc on a perdu toute l'industrie de la godasse, toute l'industrie de l'habillement, etc., etc., etc. Des chômeurs partout. Et puis quand ça va mal et qu'il y a des chômeurs partout, il y a une autre théorie économique qui est appliquée, c'est celle de Malthus. Donc Malthus, il est intéressant, parce que c'est l'économiste des catastrophes. C'est un gars qui a dit, oh là là, il y aura trop de monde sur la Terre, on n'arrivera jamais à les nourrir. Et puis tout est comme ça. Quand vous lisez Malthus, vous avez un petit peu peur, mais il va inspirer de nombreux courants, notamment les courants des décroissants. Si vous entendez parler de décroissance, tout vient de là. Et Malthus, il a une règle très simple. Les pauvres, on s'en occupe pas, ils ont qu'à crever. Point barre. C'est vraiment ça, sa philosophie. Quand vous lisez Malthus, à la fin, vous dites, mais qu'est-ce qui fait des pauvres? Mais c'est pas grave. La famine, la misère, les maladies, la tuberculose, le Covid, peu importe quoi, pourvu qu'ils crèvent, on s'en occupe pas. On s'occupe des riches. C'est ça, l'idée de Malthus. Parce qu'il a tellement peur d'aborder les problèmes que finalement, c'est une façon de gérer l'économie. Et donc, avec des idées de malthusianisme, vous faites peur aux gens. Parce que ça vous laisse très peu de perspectives, ça. Les gaz à effet de serre montent, oh là là, c'est la catastrophe, c'est le réchauffement climatique, j'en suis responsable. Et on voit que c'est pas vrai. Et donc, tout est à l'avenant, comme ça. Il y a 9 milliards d'êtres humains sur la planète, je ne pourrai pas les nourrir. Ben oui, si je fais une agriculture complètement débile, j'y arriverai pas. Et en fait, quand on s'intéresse à l'économie, il y a une petite référence que vous trouverez sur Pseudosciences, je vous ai mis le numéro, Ivo Delors, il est sur l'économie, et il y a une analyse critique de l'économie. L'économie n'est pas une science, parce en fait, les théories, elles arrivent toujours après la catastrophe. Donc elles expliquent pourquoi la catastrophe s'est produite. En fait, on fait de l'histoire de l'économie et on en tire des espèces de théories à la mort moelleux qui devraient être des théories de prédiction de l'avenir. Donc en fait, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'économie, c'est que somme des gains moins somme des pertes égale 0. Et donc, si jamais il y a un qui gagne dans la salle, il y a un autre qui a perdu. Et donc, pour que l'économie fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je brasse 10 milliards de chiffre d'affaires, mais j'ai toujours la poche vide. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne faites que circuler ou circulariser de l'argent. Et ben, tout le monde peut en vivre, globalement. Et donc, l'argent, c'est quelque chose qui ne peut pas s'accumuler si on applique les théorèmes de l'économie. Donc là, vous vous dites, oulala, c'est mal parti. Et puis, il arrive d'autres penseurs qui, aujourd'hui, nous posent des vrais problèmes. C'est ceux du néolibéralisme. Donc, Friedman, Hayek, c'est les deux grands penseurs. Alors, pour eux, c'est sympa. Le commerce est la meilleure solution pour devenir riche. Donc, autant vous dire que la messe est dite, si vous n'êtes pas un marchand, vous serez pauvre. Donc là, déjà, tu es un petit peu inquiet, tu dis, ok, la richesse, est-ce qu'ils vont la partager? C'est pas sûr. Ils partent du principe que les ressources à commercer sont infinies. Et en fait, quand vous enlevez l'argent
les billets, et que vous passez en monnaie électronique, et que vous êtes un jeune étudiant, ou une étudiante, et que vous n'avez pas assez d'argent pour suivre vos frais scolaires, etc., et votre appartement, parce que c'est de plus en plus cher, eh bien, c'est pas un problème. La théorie économique du néolibéralisme dit que les ressources à commercer sont infinies, et donc pour vivre, tu peux encore vendre ton cul. Oui, mais regardez la prostitution estudiantine, comment elle a augmenté. Et est-ce qu'on a une société qui leur favorise le travail, les études, etc. Non, ils doivent être double actifs, voire triple actifs, voire vendre leur cul pour s'en sortir. Et là, vous êtes inquiet. Parce que si vous n'avez plus rien, vous pouvez encore vendre un rein, vous en avez deux, donc c'est pas grave. Et en Chine, c'est déjà le cas pour un certain nombre de gens. Et donc, ils pensent que en créant de la richesse par le commerce, tout le monde va faire du commerce, donc on aura la paix. Mais ça, on va l'analyser un peu. Et puis, finalement, c'est la libre compétition de l'économie, avec la recherche du profit maximum, voilà ce qu'ils disent. Et puis, il est interdit que l'État intervienne dans cette économie-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de règles. Les règles, elles vont se mettre toutes seules. Voilà les théories qu'on applique aujourd'hui. Ça s'appelle le néolibéralisme. Et puis, c'est très intéressant parce qu'il y a une critique violente qui est arrivée avec la guerre en Ukraine. Et cette critique, elle est menée dans les réseaux sociaux par Emmanuel Todd, qui est un gars qui s'occupe des populations. C'est un scientifique de la population. C'est-à-dire, et donc, à un moment donné, il amène une thèse qui dit le PIB n'est probablement pas un bon indicateur. Voilà. Produit intérieur brut, ça veut dire quoi? Le produit intérieur brut. Ça veut dire que quand je détruis quelque chose, mon produit intérieur brut, il monte comme si je ne l'avais pas détruit. Donc, c'est un petit peu perturbant. La Russie est en train de nous montrer qu'elle ne veut pas de notre néolibéralisme. Et avec 3% du PIB mondial, elle est considérée comme un nain face à la Chine, face à l'Inde, ou face aux États-Unis, ou face à l'Europe même. Et pourtant, la Russie pourrait gagner la guerre en Ukraine aujourd'hui. Alors on parle ce qu'on veut de Poutine, on n'est pas pour ou contre, mais c'est très bluffant. Et donc il va résister à ce modèle néolibéral, parce qu'en fait Poutine, il veut qu'on lui paye correctement son gaz, son pétrole et son blé. Il ne veut pas le brader pour rien à des marchands qui imposent leur commerce. C'est ça l'idée. Et donc, du coup, la concurrence est libre, mais elle est faussée, ce qui va poser d'énormes problèmes dans la société dans laquelle on vit. Et finalement, on voit que finalement, cette théorie économique du néolibéralisme qui va donner beaucoup de marge de manœuvre aux marchands, c'est la guilde des marchands qui gère la France, si vous voulez, mais qui gère le monde, qui gère la mondialisation, eh bien, ça pourrait ne pas marcher parce que vous avez arrêté de produire. L'Europe n'est pas capable de produire les armes que l'Ukraine a besoin, vous voyez? Et ça commence là, mais est-ce qu'elle est capable de produire à manger? Est-ce qu'elle est capable de produire, je ne sais pas, les voitures, etc. Tout a été externalisé. Et donc ça pourrait coûter très cher. Et on sait depuis à peu près Napoléon, Ier, que systématiquement l'économie va comme ça. D'abord je produis, je deviens efficace, j'ai besoin de capitaliser, l'État et la banque ne fonctionnent mal, donc je fais appel à la bourse. Ensuite, comme il y a des intérêts, des capitaux et de l'argent qui s'échange, il y a de la spéculation, ça fait des bulles, ça crache, des fois la bourse elle tombe. Et puis ensuite, ça donne des crises, de la misère. En règle générale, il y a la guerre, après un crash boursier important et généralisé. 1929 a donné la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on détruit, on reconstruit, on recommence au premier niveau. Donc ça, si vous regardez les Anglais avec moi, Napoléon III, etc., en fait, on a ce cycle-là en permanence présent jusqu'à aujourd'hui où ça pourrait clasher à nouveau. Et puis la mondialisation, on la connaît.
On a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, elle a enlevé les règles, ça a été le bras armé de la mondialisation. Donc on a déplacé les industries, on a fait des chômeurs en France, on a fait des dettes, et ensuite on fait venir des travailleurs immigrés pour garder les prix bas, pour les salariés en fait. Alors on nivelle par le bas les règles, on nivelle pas vers le haut. On ne fait pas monter les gens, on les fait descendre en fait. Et donc, et puis du coup on a une dette monétaire et on va financiariser tout ça. Et on continue, et puis on a des gars qui sont dans la lutte des classes. Alors moi je fais la manif pour avoir une retraite préservée. Et puis il y a un gars qui arrive qui nous dit, de toute façon, c'est sûr qu'il y a une lutte des classes, mais c'est nous les riches qui l'avons gagnée. Et ça c'est Warren Buffett qui s'est permis de dire ça en 2012. Aujourd'hui il a 94 ans, il n'est toujours pas mort, et il est à la tête d'une fortune estimée à 130 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? C'est des vraies questions. Alors la mondialisation, ben, tu dis, bon, c'est un petit peu inquiétant, et puis ils ont des projets, c'est-à-dire que maintenant vous êtes propriétaire. Être propriétaire, c'est pas bien, vous devez être locataire. Parce que quand vous faites un leasing pour acheter une voiture, vous dépensez beaucoup plus d'argent que quand vous l'achetez. Au final, parce que c'est au final qu'on regarde. Et donc, vous allez être locataire de tout. Uber, les Vélib, on passe les voitures électriques. Tiens, l'État va vous louer des voitures électriques. Alors, la question que vous devez poser, est-ce que l'entretien est à ma charge? Ça commence là. Et il est probable que dans toutes les formules de leasing, l'entretien reste à votre charge. L'entretien d'une voiture électrique, ça pourrait être surprenant. Donc, on va peut-être regarder le diesel encore. Et finalement, on est inquiet, on a une terre avec 9 milliards d'habitants, où on a peur pour se nourrir, est-ce que la biodiversité, elle va en rester? On détruit tout, on a du CO2 de plus en plus, des déchets abominables, des problèmes avec la croissance, etc. Parce que c'est pas compris, la croissance et la décroissance, mais on y reviendra aussi. Et on se rend compte que les gaz à effet de serre, ça a toujours existé sur la Terre, ça c'est le quaternaire ici, là, les 400 000 dernières années. Eh bien, on a toujours une corrélation positive entre le CO2, le méthane et la température. Et ça réchauffe, et ça se casse la figure. Donc ça s'appelle un réchauffement climatique et une glaciation. Et donc nous, on est en plein réchauffement climatique. Donc, si je regarde la science, alors ça, c'est quoi cette science-là? On étudie les carottes glaciaires, etc. C'est de la géologie. Et donc, cette science, elle nous dit que le réchauffement climatique au cours du quaternaire, c'est-à-dire l'ère dans laquelle on vit, ça a toujours existé. Et qu'après un réchauffement, arrive une glaciation. Donc, isolez bien les maisons, ça pourrait nous servir. Contre le chaud, contre le froid. Et donc, on se rend compte aussi qu'on fait des prévisions dans le modèle du réchauffement, et puis que finalement, on va plus chaud que le modèle. Ça se réchauffe plus vite. Donc, c'est inquiétant. Est-ce que c'est inquiétant? On pense que c'est pas inquiétant, c'est normal, en fait, vu ce qu'on fait sur la planète. Et donc, on regarde nos ressources, on perd les sols. Dans le monde, tous les ans, on perd l'équivalent de la France et de la Belgique en SAU agricole gérable. Alors, c'est de l'urbanisation et de la désertification. Alors à ce rythme-là, il n'en restera pas beaucoup. On a des problèmes avec l'eau, on a des problèmes avec l'air qui se pollue, l'énergie qui est raréfiée, et on a des besoins pour 9 milliards. Et en fait, le réchauffement climatique, pour ceux qui auraient des doutes, voilà ce que ça va donner. Je vous ai mis les photos de la forêt vierge. Les Amérindiens, ils ont des prédictions de leur avenir. Voilà. Et donc, de toujours, ils parlent d'un grand serpent qui va manger la forêt et ce sera la fin de leur civilisation, de leur monde. Donc, ce grand serpent, c'est la route qui serpente à travers la forêt. Ça s'appelle les transamazoniennes. Il y en a une à chaque côté, maintenant il y en aura une au milieu. Et à chaque fois que vous faites une route, ça ressemble à ça. Et puis après, vous nettoyez à droite et vous nettoyez à gauche. Et en 2022, il y a eu la crise de l'eau a commencé en Amérique du Sud. Parce que quand vous coupez les plantes, vous arrêtez la pluie.
le problème du réchauffement climatique, c'est absolument pas le CO2. Le problème du réchauffement climatique, ça va être un problème d'eau. Nous allons manquer d'eau parce que nous n'avons plus assez de plantes sur la planète et ça s'arrête là. Alors on peut le prouver. Et puis on nous montre ces schémas-là. Donc les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? C'est plus de CO2, plus de méthane, etc. Et quand le soleil passe à travers, en fait, une partie va se retrouver emprisonnée dans ces gaz qui empêchent la chaleur de repartir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nous présente la pollution dans les bouquins. Ça, c'est un bouquin de classe. Et donc, on peut poser une question qui est très bête quand on voit un schéma comme ça. Est-ce que ce schéma est juste? Et en fait, non, il est faux, parce que normalement, sur le sol de la planète, il y a un capteur d'énergie qui s'appelle une plante. Et si vous mettez un capteur d'énergie sur ce schéma-là, ce schéma est faux. Et donc, on se rend compte que petit à petit, dans tout ce qu'on apprend, dans tout ce qu'on nous raconte, en fait, on nous raconte du baratin, tout simplement. Parce que c'est construit sur l'évidence, et en fait, on t'a enlevé l'évidence. Donc voilà les modèles, voilà les catastrophes qui arrivent. Ça c'est en Belgique, Allemagne, là en 2021, où ça s'est écroulé dans la mine, tellement il est arrivé d'eau. Donc on a miné en dessous, il y a des trous, et à un moment donné, ça s'effondre. Donc ça, voilà, réchauffement climatique, et puis pollution du globe. Regardez la pollution. Mer de plastique. Ça va être subventionné par l'Union européenne. Macron, qui veut préserver la biodiversité, ils ont subventionné le plus grand chalutier du monde. Alors, faut le lire, c'est 400 000 kilos de poissons en 24 heures et on peut stocker 7 millions de kilos dans la cale du bateau pour faire du surimi sur le bateau pour que vous puissiez en manger, je sais pas quand, en apéro ou quand vous voulez, quoi. Donc voilà. Et donc avec ça, on vide les océans. Donc on détruit l'océan, en fait. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'on fasse une politique pour protéger l'environnement. Et puis, on a un gars super qui est arrivé, qui est un astrophysicien, Aurélien Barraud. C'est un gars qui travaille sur la décroissance, justement. Et c'est un gars extraordinaire parce que il critique la croissance, et il a raison. Regardez le raisonnement qu'il mène. Lui, il regarde les étoiles, tu sais, il a une lunette, c'est un astrophysicien, il a un télescope en fait. Quand je regarde les étoiles à travers un télescope, je les vois comment? Ouais, je les vois dans le passé, mais je les vois plutôt comme une boule. C'est-à-dire, je vois la Lune, si vous voulez faire tout simple. La Lune, c'est un globe, c'est une boule, c'est un monde fini. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Vous voyez? Donc, vous allez dépasser les limites de la planète. Vous connaissez ce débat-là. Il nous est basculé depuis 30 ans dans les médias partout, avec le WWF et compagnie, et Greenpeace et compagnie. Eh bien, lui, il va militer pour le partage des ressources. Donc, on en revient à notre mondialisation de H.G. Wells. Et puis on commence à piger que ça non plus, ça ne marchera pas très bien. Et on verra qu'il y a un bug. Où est le bug de ce travail-là? Pourquoi la décroissance, ça ne marchera pas? Si je ne fais pas attention, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, 9 milliards d'habitants sur la planète. Donc, attention, danger. Et donc on verra que c'est disqualifié également comme l'énergie, qu'on verra aussi.